Le 3 novembre 2019, l'actrice Adèle Haenel donne une longue interview à Mediapart, dans laquelle elle révèle avoir subi des attouchements et avoir été victime de harcèlement sexuel par le réalisateur Christophe Ruggia lorsqu'elle était âgée de 15 ans seulement. Ce dernier n'a d'ailleurs pas nié les faits, et l'échange glaçant entre Edwy Plenel et Adèle Haenel partagé par le journaliste d'une durée de près de 2 heures nous livre un récit terrifiant qui montre comment les hommes peuvent abuser de leur position auprès d'un public parfois constitué de mineurs. Au cours de l'interview, Edwy Plenel finit par poser une question rhétorique à laquelle il a déjà naturellement la réponse. Pourquoi Adèle Haenel n'a pas porté plainte plus tôt au moment des faits ? Lucide, celle-ci lui répond avec une grande clarté que cela fait longtemps que les victimes de violences sexuelles en France passent par un parcours de combattantes dont elles ne ressortent pas indemnes, n'aboutissant d'ailleurs généralement à aucune condamnation ou à des peines ridiculement clémentes. Alors, afin de répondre une bonne fois pour toutes à la fameuse question « Pourquoi les victimes de violences physiques ou sexuelles ne portent pas plainte ?», je vous propose qu'on explore le sujet en 3 épisodes distincts. Le premier, celui-là, revenant sur la façon dont les personnes coupables d'agression trouveront systématiquement des gens pour les défendre. Le deuxième rappelant quelques verdicts juridiques absurdes montrant ainsi que les plaignantes n'obtiennent presque jamais justice. Et enfin le troisième qui parlera de toutes les étapes à franchir avant de pouvoir enfin confondre un agresseur au tribunal. Vous verrez, c'est effarant de difficultés. Je suis en préparation d'un épisode complet là sur la culture du viol. Donc je vais pas du tout chercher à démontrer son existence dans cet épisode-là, va falloir prendre mon avis au pied de la lettre. En fait, il existe une culture du viol en France, je le démontrerai dans un épisode, faites-moi confiance, j'ai presque terminé de l'écrire, mais il va falloir accepter que ça existe pour cet épisode-là. Là, j'aimerais surtout en fait parler des méthodes utilisées pour défendre justement les agresseurs sexuels. Dans la première partie, qui a été hyper douloureuse à préparer, on va rappeler des propos de personnalités publiques qui défendent ouvertement les gens qui sont accusés d'agression sexuelle. Dans la deuxième partie, on va parler des techniques qui sont utilisées. En général, ce sont les mêmes, il y en a 6 ou 7 qui reviennent de façon récurrente et qui permettent de minimiser ces agressions. Et enfin, on va évoquer des solutions pour essayer de résoudre en fait ce problème qui est inacceptable. C'est absolument pas normal qu'on en soit encore là en France actuellement. Il faut qu'on arrive à régler ce fléau une bonne fois pour toutes, et je pense que les solutions, elles peuvent être efficaces en fait si on les appliquait ensemble. Ah, vous avez la chatte d'Élise qui passe à l'arrière du champ. J'espère en tout cas que cette démonstration répondra en grande partie à la question posée. Parce que finalement, quand on pose cette question-là, quand on dit « mais pourquoi t'es pas allé porter plainte au moment de l'agression ?» déjà on est en train de minimiser la souffrance que la personne est en train de vivre. Donc on va pas du tout s'intéresser aux aspects psychologiques de la chose, ça on le fera dans le 3e épisode. Là je voudrais juste rappeler que quand il y a une plainte pour agression physique ou sexuelle, en fait l'agresseur est systématiquement défendu et jamais la victime. C'est complètement fou. Avant de rentrer dans le vif du sujet d'ailleurs, il faut que je fasse un disclaimer très important. Je vais parler dans les prochaines minutes de personnes qui sont ou qui ont été accusées par des femmes d'agression physique ou sexuelle, ou qui ont été condamnées pour féminicide. En ce qui concerne les personnes actuellement accusées ou autrefois accusées, à aucun moment je ne prétends qu'elles sont coupables, ou non d'ailleurs. Moi je ne suis pas juge, je n'ai absolument pas l'habilitation pour déterminer de la culpabilité d'un individu, c'est pas ce que je fais. Je ne m'intéresse pas non plus au contenu juridique des procès, de toute façon je suis pas du tout apte à comprendre ce genre de choses. Je n'ai aucun intérêt à ce que les accusés soient coupables ou non. Je vais simplement pointer du doigt les réactions honteuses à l'annonce des accusations que ces personnes-là ont subies. Donc voilà, il n'y a aucun propos diffamant de ma part, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes dont je vais parler sont coupables, simplement il y a des plaintes à leur égard actuellement et ça on peut pas le nier. Pour celles et ceux d'entre vous, surtout celles qui malheureusement dans leur vie auraient déjà été victimes d'agressions sexuelles et auraient été sujettes à des attitudes très violentes à leur égard suite au moment où elles ont porté plainte, je comprendrais que la première partie soit très douloureuse à entendre. Les propos qui ont été tenus et que je vais rapporter nient complètement la souffrance des plaignantes et retournent très souvent la culpabilité de la victime. Ils sont d'une violence folle, ces propos. Donc si vous vous sentez encore un peu fragile actuellement à l'égard de ce qui a pu vous arriver et que entendre des paroles aussi infâmes ça vous paraît difficile, en fait je vais laisser un timecode là dans le bas de la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour passer directement à la deuxième partie. Je pense que la première partie s'adresse surtout aux gens qui pensent qu'on exagère quand on dit que les victimes en fait on ne les écoute jamais et qu'on ne donne finalement de crédit qu'aux coupables. Donc voilà, si jamais vous êtes un tout petit peu sensible à ces propos d'une grande violence, vous pouvez passer directement à la deuxième partie, je vais mettre le code et puis je vais le laisser pendant toute la première partie, comme ça si vous décidez de regarder et que ça vous paraît difficile au milieu, bah voilà, vous avancez, et ensuite je ne reviendrai plus sur les propos qui ont été tenus.
L'idée de cet épisode, il est parti d'une déclaration infecte d'Elisabeth Lévy, qui défend Gabriel Matzneff, en disant, et je la cite, « Il se trouve que je le connais et que je vais faire en sorte qu'on ne le traite pas comme si c'était l'ogre de je ne sais où. Les dizaines d'enfants, etc., tout ça est fantasmatique, on a 2 cas. » Bon, je vais passer sur l'utilisation complètement inappropriée de l'adjectif fantasmatique qui ne colle pas du tout à une agression pour souligner directement l'absurdité totale de ce discours dangereux. Un homme civilisé n'agresse personne sexuellement. Pas 10, pas 5, pas 2, pas une personne. Agresser sexuellement quelqu'un, c'est un acte d'une gravité sans nom. Il est invraisemblable de défendre qui que ce soit serait reconnu de fait d'agression sexuelle ou de pédocriminalité. Le coupable, là, il est défendu aux dépens des victimes sous prétexte que ces dernières ne seraient soi-disant pas nombreuses. On croit rêver, quoi. La liste des déclarations qui va suivre me paraît d'une absurdité folle, mais elles défendent systématiquement les agresseurs présumés. Et pourtant, aucune de ces personnes qui ont tenu ces propos assez honteux n'a été licenciée de la rédaction dans laquelle ils travaillent ou blacklistée de sa profession, etc. Je vous assure que j'ai pas tenu une liste exhaustive. J'ai juste pris quelques cas qui sont connus de tous pour montrer combien les violeurs présumés et les agresseurs en général sont toujours défendus de facto. Et on se servira en fait de cette première partie pour expliquer ensuite dans la deuxième et dans la troisième les procédés qui permettent de porter sur la victime des regards accusateurs et puis comment se tirer de ce pas-là, quoi. Dernière précaution que je prends, et après voilà, on y va. Elisabeth Lévy, ça va pas être la seule femme que je vais citer dans les déclarations suivantes. Et j'aimerais juste rappeler une chose vraiment fondamentale. Ce listing là qui arrive, il a pas du tout pour vocation à appeler à des représailles ni sur internet ni nulle part. Le harcèlement, il est inacceptable quel que soit le côté qu'il applique. L'ennemi, c'est le patriarcat. C'est la façon dont la culture du viol finalement s'insinue en chacun et chacune d'entre nous, et s'insinue parfois dans la tête de quelques femmes qui sont tellement soumises au diktat du patriarcat qu'elles peuvent finir par prendre le point de vue d'un agresseur ou d'une personne présumée violente. Mais voilà, il est hors de question de jeter la pierre à qui que ce soit. Après l'assassinat de Marie Trintignant par Bertrand Cantat, il y a eu des journalistes qui sont allés fouiller un petit peu dans la vie de Bertrand Cantat et ils ont rappelé que sa première épouse s'était malheureusement suicidée. Et après le meurtre de Marie Trintignant, quelques années après, une dizaine d'années après environ, son ancienne belle-mère, donc la mère de la première femme qui a mis fin à ses jours, avait quand même déclaré que malgré le féminicide, Bertrand Cantat restait un artiste malgré tout, qui devrait pouvoir se produire sur scène. Au sujet de ce crime atroce d'ailleurs, et si vous souhaitez vous recueillir, sachez que la tombe de Marie Trintignant, elle est au Père-Lachaise. Après l'assassinat donc de Marie Trintignant, il y a des journalistes qui sont allés donner la parole à un ancien compagnon de l'actrice, qui a déclaré sans aucune possibilité d'être contredit après sa mort, vous vous rendez compte, que l'ancienne actrice était très jalouse et s'emportait. C'est fou. L'ironie, elle va tellement loin dans cette histoire, qu'on a même donné l'opportunité à Bertrand Cantat de salir le nom de celle qu'il a assassinée en expliquant qu'il ne la reconnaissait plus et qu'elle était très méchante. C'est juste honteux de faire des choses pareilles. Il faut qu'on sanctionne les journalistes qui font ça, quoi. Récemment interrogé sur les plaintes qui touchent Gérald Darmanin, vous l'avez entendu, Nicole Belloubet avait déclaré qu'il était au demeurant un excellent ministre du budget. Au sujet de Roman Polanski, BHL, visiblement expert juridique, a déclaré que Polanski avait été jugé trop sévèrement à l'époque de son accusation. Mathilde Seigné, quant à elle, a déclaré que les faits avaient plus de 40 ans et qu'il fallait passer à autre chose. J'ai pas tenu à répertorier tous les messages de soutien reçus par le réalisateur, c'est un travail difficile et nauséabond à faire, mais si vous tapez dans Google « Prends la défense de Polanski », vous allez découvrir des choses affreuses. Tristan Banon, une journaliste et romancière qui avait accusé de viol DSK avant l'affaire Nafissatou Diallo, a été agressée verbalement très violemment par Nicolas Bedos, qui a écrit entre autres, je le cite, je suis désolé de vous lire ça, « Cette romancière convalescente est moins bonne que Toretton dans le rôle de la victime. Tristan, fragile Tristan, retardataire lacrymal. La justice te paraît sans doute trop lente, mais vu les 8 années qu'il t'a fallu pour porter plainte, je t'invite aujourd'hui à davantage de modestie. Euthanasie ta mère et termine ton bouquin. » Concernant le vol de Nafissatou Diallo, le journaliste Jean-François Kahn avait déclaré qu'il ne s'agissait rien de plus qu'un troussage de domestique. Au sujet de la terrible affaire Weinstein, Catherine Deneuve, amie du réalisateur, a déclaré qu'elle ne voulait pas ajouter sa parole à celle des autres, juste après la signature d'une tribune revendiquant la liberté d'être opportunée dans l'espace public. Malgré la diffusion du reportage Living Netherland et les multiples accusations qui pèsent sur Michael Jackson depuis des années, Stevie Wonder a déclaré qu'il espérait que l'on retienne du chanteur décédé l'inspiration qu'il a apportée à un grand nombre d'enfants. On en est là. À la télévision, l'humoriste en fin de carrière Alain Finkielkraut a déclaré qu'il violait sa femme tous les soirs et qu'il incitait les hommes à faire de même.
L'abbé Alain de Morandais a été invité à s'exprimer sur les cas de pédocriminalité et de viol sur enfants dénoncés par des familles dans l'église, ce à quoi il a répondu qu'un viol sur enfant pouvait être la conséquence d'un besoin de tendresse de sa part. Tariq Ramadan est défendu corps et âme par plus de 20 000 personnes sur un compte Facebook qui harcèle les femmes qui dénoncent une agression sexuelle venant de sa part. Un minable directeur de casting français a affirmé que la carrière d'Adèle Haenel allait se terminer après qu'elle se soit levée durant la cérémonie des Césars qui avait consacré le film J'accuse de Polanski par le César du meilleur film. Bon, voilà, je crois qu'on a compris le principe. En fait, j'en avais retenu d'autres, mais en fait, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Je me rends compte qu'il y en a déjà trop. Donc on va s'arrêter là. Je rappelle juste quand même une dernière fois, c'est important, mais les personnes citées sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'un juge décide du contraire. Je le sais bien, je n'accuse aucune de ces personnes-là d'être réellement coupable, il n'y a pas de diffamation de ma part, je prends simplement des déclarations autour de ces faits-là. Mais maintenant, j'aimerais quand même que vous imaginiez les victimes de ces agresseurs présumés. Imaginez la souffrance vécue par ces personnes-là de lire des propos de personnes qui défendent ces agresseurs présumés. Alors, si un jour une femme a le malheur de se faire agresser, dites-vous bien qu'elle aura en tête ces exemples quotidiens qu'on lit tous les jours. Les agresseurs sont systématiquement défendus dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Comment voulez-vous trouver le courage d'aller porter plainte quand vous savez la façon dont vous allez être traîné dans la boue après ça ? À chaque affaire d'agression physique ou d'agression sexuelle, de féminicide, de violence en général qui sont commises toujours par des hommes sur des femmes, c'est quasiment systématique, l'agresseur présumé est défendu systématiquement par un certain nombre de personnes. Et la victime est traînée dans la boue, elle est salie, elle est insultée, elle est parfois menacée physiquement. C'est systématique. À propos de ça, et avant de rentrer dans les détails, j'aimerais juste m'adresser aux personnes qui défendent coûte que coûte la présomption d'innocence des accusés, et je leur demande, pourquoi dans un cas d'agression sexuelle où on sait que moins de 2% des plaintes sont inventées, vous prenez systématiquement la défense de l'agresseur présumé? Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, ça implique une autre question. Qu'est-ce que vous faites, vous, de la présomption d'innocence de la victime dont vous supposez qu'elle pourrait mentir? Comment vous pouvez affirmer une chose pareille? Respectez également sa présomption d'innocence. Elle a le droit de parler sincèrement. Il n'y a que 2% de faux témoignages qui concernent les viols. Et enfin, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, vous avez bien vu que toutes ces personnes qui étaient accusées d'agression physique ou sexuelle, en fait, ça n'avait pas d'influence négative sur leur carrière. C'est presque l'inverse, on a l'impression que ces gens-là, ils continuent à travailler comme si de rien n'était. Alors, pourquoi continuer à prétendre que des accusations pourraient être factices et pourraient avoir pour objectif de nuire, puisqu'on voit que ça ne nuit pas concrètement. Quand on est accusé de viol en France, ça ne nuit pas à votre carrière. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est pourtant la réalité. Bon, passons. Je suis désolé pour ces lectures indigestes et infectes, on va essayer de les retourner maintenant contre les personnes qui les utilisent. On va essayer de comprendre ce qu'il y a dans ces argumentations, de le démanteler, ça va nous apporter des solutions qu'on pourra détailler un peu dans la troisième partie. Je vais pas citer de nouveau les bêtises des célébrités là qu'on vient d'entendre, qu'on vient de lire. Juste tirer l'argument principal des propos parce qu'il y a des mauvais arguments à l'intérieur, il y a des sophismes terribles, une sorte de mauvais slogans. Et il faut qu'on les prenne, enfin voilà, qu'on les analyse. Et pour qu'on comprenne comment en fait on arrive à minimiser les faits qui sont dénoncés par une plaignante, parce que ça peut plus durer, on peut plus continuer comme ça. Alors la première chose, on peut essayer de rendre la victime elle-même coupable de certaines choses. On va essayer de la rendre victime de certaines exactions, parfois on va même inventer, on va, je sais pas, insister sur ses humeurs, on va insister sur le mal qu'elle aurait elle-même infligé à son conjoint par son attitude. Je crois qu'on le voit grâce à une page qui est très importante sur Facebook, qui s'appelle Féminicide par compagnon ou ex-compagnon. Violenter une femme, la violer, l'assassiner parfois, ça a presque toujours pour objectif de refuser de s'en sentir dépossédé. Vous vous rendez compte, la femme, elle est vue par les agresseurs comme un objet dont l'homme violent a le droit de vie ou de mort, a le droit d'avoir du sexe ou pas, a le droit de la rendre libre ou non, enfin c'est absolument terrible. Et en fait, ces tueurs, ces violeurs, ils se font passer pour la victime dans le couple, quasiment systématique. La femme qu'ils ont violentée, elle est présentée comme étant tyrannique, violente elle-même, possessive, et ça permet de ne pas parler de leur crime à eux. Criminaliser la victime, c'est hyper efficace pour changer l'opinion publique. Invoquer la rédemption de l'agresseur, c'est aussi très efficace, et ces principes chrétiens, moi, ils m'agacent. Surtout si les faits ont été commis il y a un moment. On rappelle que l'histoire est ancienne, que les gens peuvent changer avec le temps, et si possible, on va broder une histoire autour de ça. On raconte que toute personne a le droit à une seconde chance, que depuis l'agression physique ou sexuelle, l'agresseur présumé n'a jamais dévié du bon chemin, comme on peut le lire assez souvent. Bref, on raconte une histoire presque biblique sur un pauvre malheureux qui aurait en quelque sorte succombé à une violence qui l'aurait dépassé, et qui voudrait aujourd'hui qu'on l'aide à le changer. Ne tombons pas dans ce piège-là, hein. Enfin, je veux dire, je crois tout à fait en la rédemption, je crois qu'on puisse changer, mais ça changerait en fait qu'il faut être jugé et condamné pour les crimes qu'on a commis, point barre.
C'est assez récent, mais on l'entend tout le temps, on demande à séparer l'homme de l'artiste. Alors, pour commencer, je trouve la formulation vraiment impropre. L'homme et l'artiste, c'est exactement la même chose. J'imagine que les gens veulent dire séparer l'œuvre de l'artiste, ou séparer l'œuvre de l'homme. Mais enfin, l'artiste, c'est la personne, elle est artiste, c'est la même chose, donc je comprends pas cette expression. Mais c'est d'ailleurs la preuve que cette phrase, elle est répétée sans réfléchir, c'est qu'en fait, on continue à dire séparer l'homme de l'artiste sans même écouter ce que ça signifie, ça veut rien dire. Séparer éventuellement l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre de l'homme de l'artiste, ça veut pas dire grand chose. Mais bon. En rappelant en fait que le violeur présumé est, au demeurant, un bon ministre de l'économie, un bon réalisateur, un bon sportif, un bon peintre, un bon ami, je sais rien. En fait, on essaie de séparer l'acte odieux de la personne et sa personnalité qui pourrait apparaître comme sympathique. Comme si, en fait, les deux n'étaient pas liés. Comme si, en fait, les gens monstrueux ne pouvaient pas avoir du talent. On sait qu'il y a des gens monstrueux qui ont du talent, on sait qu'il y a des gens violents qui ont du talent, mais en fait, on s'en fiche de leur talent. Parce qu'on a besoin de les juger sur leur acte, on a besoin de les juger sur le crime qu'ils ont commis, et en fait, la question n'est pas du tout à la discussion de s'ils sont talentueux dans le domaine dans lequel ils évoluent. Accuser la victime de vouloir profiter de l'accusation de viol pour se faire connaître, ça c'est classique, c'est plutôt efficace parce que c'est beaucoup répété, ces propos sont relayés partout. La plupart du temps, c'est complètement faux, les victimes sont bien moins connues que l'agresseur, elles sont en situation de faiblesse, à chaque fois qu'elles portent plainte, la suspicion va réapparaître. Et généralement, ça va leur coûter cher dans leur vie, parce qu'elles vont être vues comme la personne, l'empêcheuse de tourner en rond, celle qui a dénoncé quelqu'un. C'est complètement faux cet argument-là. Mais il arrive parfois que ce soit l'actrice qui soit plus importante que le réalisateur qui est accusé. Et c'est dans ce cas-là à lui de s'excuser et à baisser les yeux. Et ça fait du bien, parce que la honte et la peur, là, ils doivent changer de côté définitivement. Je suis désolé, je suis un peu en colère, mais en fait, j'aurais peut-être pas dû citer autant de propos horribles dans la première partie. Bref. Minimisons également les faits. Si vous voulez absolument défendre l'agresseur, vous minimisez les faits. Vous allez utiliser des litotes pour rendre le viol un petit peu plus acceptable, vous allez parler de troussage, vous allez prétendre que le viol conjugal c'est pas vraiment un crime, que l'inceste ça peut être doux, etc. Vous allez utiliser des oxymores pour faire passer l'idée qu'une agression physique ou sexuelle ça peut partir d'un bon sentiment, et que finalement la plaignante, elle exagère un petit peu. Ça peut vous paraître aberrant, mais on le lit régulièrement, tout le temps en fait. Sans chercher à être exhaustif, comment aussi ne pas parler de ce non-argument total qui exige que ce soit à la victime de prouver l'agression avant même la tenue d'un procès, c'est-à-dire qu'en fait il y a des personnes qui viennent expliquer à des caméras qu'elles ont subi des agressions sexuelles, et avant même que la justice soit saisie de l'affaire, on la somme de donner des preuves, mais vous vous rendez pas compte de la violence que vous imposez à ces personnes-là, ça suffit quoi. Bref, présomption d'innocence du coupable, et jamais de la victime. Criminalisation de la victime, renversement de la charge de la preuve, rédemption, soi-disant rédemption de l'accusé, séparation de l'œuvre et du meurtrier, accusation de la victime de vouloir profiter de la situation, minimisation des faits, remise en doute de tous les propos, harcèlement moral, harcèlement physique, tout ceci concerne ou a concerné l'un des cas que j'ai cités dans la première partie, sans aucune exception. Il y a eu des personnes pour invoquer ces arguments-là. Et ces faux arguments qui sont utilisés majoritairement par des personnes qui les lisent sur les réseaux sociaux ou parfois dans les médias, c'est encore pire. Ce sont des obstacles terribles qui évidemment vont peser sur la conscience de la victime au moment de décider si oui ou non il faut aller porter plainte. Parce que les victimes, elles savent que c'est exactement ça qui va se passer. Et là, je ne parle même pas de tous les autres obstacles dont on va parler dans le 3e épisode. Là, je parle uniquement des réactions publiques, de la façon dont les gens prennent le parti pris des agresseurs. C'est une raison suffisante pour pas aller porter plainte. En quelques slogans mensongers et honteux, c'est à la plaignante de se justifier, presque de s'excuser. C'est vers elle qu'on va orienter des regards inquisiteurs. Alors, si vous vous demandez pourquoi les victimes de violences physiques ou sexuelles ne portent plainte que rarement, on a déjà un élément de réponse. Mais bon, heureusement, on peut quand même lutter contre ça. En fait, la solution elle est simple, il faut plus rien laisser passer, ça suffit maintenant. À chaque fois, sur nos réseaux sociaux, dans nos réseaux privés, dans nos réseaux professionnels, tant qu'on en a l'énergie, il faut intervenir quand quelqu'un utilise l'un des arguments qu'on a cités au-dessus. Ça fait longtemps que ça s'est passé, et alors? C'est condamnable, donc il faut le condamner. La présomption d'innocence de l'accusé, celle de la victime doit être respectée aussi. Il y a des faux témoignages, moins de 2%, c'est un faux débat. La victime veut porter préjudice à l'accusé, ça marche pas, les hommes accusés de ces faits ne voient quasiment jamais leur carrière abîmée. Il est au demeurant compétent, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la question. Nous on juge sur l'attitude des gens, si elle est répréhensible, il faut qu'elle soit condamnée. On va brûler les œuvres de tous les gens violents, mais pas du tout. On va juste mettre en avant les œuvres des personnes qui sont pas violentes. Les hommes et les femmes qui sont non violentes, il y en a quand même des beaux exemples à prendre. On peut changer avec le temps, c'est pas la question. Un crime, ça doit être condamné, point barre. Elle fait ça pour se faire connaître? Bon, déjà non. Quelqu'un qui porte plainte pour agression, elle est mise au banc du milieu dans lequel elle évolue. Et de plus,
et sa présomption d'innocence à elle, en fait. On n'en tient pas compte. On jette la victime en pâture parce qu'on n'a pas envie de croire en sa version, parce qu'elle va concerner une célébrité qu'on appréciait jusque-là. Et on entend parfois aussi, on le lit sur internet, je connais cette personne-là, elle ferait jamais une chose pareille. Bah et pourtant, hein, il y a 200 000 viols par an, donc vous connaissez un violeur. Donc là, du coup, je m'adresse principalement aux hommes qui me regardent. Il faut plus qu'on laisse passer ces éléments de langage. On peut plus laisser passer les personnes qui utilisent ces contre-arguments pour développer une forme de propagande. On doit pouvoir répondre à ces arguments de façon concise, sans rentrer dans les détails. Donner répondre systématiquement de façon courte à tous ces arguments-là, parce qu'ils sont tous faux et puis ils sont faciles à contrer. L'opinion publique, elle a un rôle majeur à jouer. On doit nous offusquer ensemble quand un journaliste remet en doute le témoignage d'une victime. Et on doit le leur faire payer, on doit se désabonner de leurs publications. Ces gens-là, on les veut plus dans nos feeds d'actualité, c'est comme ça qu'on les fera finalement disparaître de nos vies. On doit intervenir quand nos connaissances prennent, sans s'en rendre compte, ou pire parfois en s'en rendant compte, le parti de personnes potentiellement violentes. On doit répondre à chaque personne de façon aussi courte et concise que possible et leur dire qu'ils se trompent. C'est navrant, mais je m'en aperçois au quotidien. Quand une femme partage une opinion féministe, elle est immédiatement traitée d'enragée ou d'hystérique. Systématiquement, il y aura au moins une personne pour se moquer de ses opinions. Je dis pas que nous, aux hommes, ça nous arrive jamais, mais enfin, en tout cas, à titre personnel, globalement, on me laisse partager mes idées féministes en paix. Comme elles viennent d'une personne inattendue, elles suscitent un peu plus de curiosité que de colère. Alors j'ai des moqueries, évidemment, j'ai même parfois quelques messages un peu agressifs, mais globalement, en fait, on nous laisse un peu plus parler sur ces sujets-là. Ça paraît dingue, parce qu'on est les derniers concernés par le féminisme. Nous, on est au bout de la chaîne, et pourtant, on vient moins nous emmerder quand on tient ces propos-là. Donc en fait, nous, on peut plus se contenter de regarder sans agir, quoi. Répondons aux gens qui disent des bêtises, c'est important, sans être agressif si on en a la possibilité, hein, si on a encore un peu d'énergie, sans être agressif. Bref, c'est d'une misogynie totale que nous, on nous rentre pas trop dedans et que les femmes, on le rentre dedans dès qu'elles parlent de féminisme, mais c'est comme ça. Alors, écoutez, essayons de tirer profit de la situation et montrons qu'on est des bonnes personnes. Et voilà, essayons d'agir dans le bon sens. Quand on lit ces arguments sur Internet, maintenant, il faut leur rentrer dedans, ces gens-là. Vraiment, il faut plus laisser passer ça. Bref, ces discours qu'on a vus ensemble, ils participent à la culture du viol, et il faut qu'on les contre. La parole des victimes, elle est encore beaucoup trop souvent remise en question, et les obstacles sont beaucoup trop nombreux pour que tout le monde ose porter plainte. C'est un problème grave qui nous concerne tous et toutes. Les humiliations subies par celles qui osent parler et dénoncer l'omniprésence de la violence masculine dans la société, ça ne les encourage pas à s'exprimer. Pire, ces humiliations nous mettent dans un statu quo qui, même après MeToo, peine à voir les accusés passer devant un juge. La révolte, elle va se faire en grande partie sur le terrain, là où les femmes féministes font un travail incroyable, mais aussi dans nos têtes. Et c'est là en fait que nous, les hommes, on va avoir un rôle à jouer. Je compte vraiment sur tout le monde pour plus avoir peur d'aborder ces sujets-là. Continuons à dénoncer tous ceux qui minimisent l'omniprésence du viol dans notre société, tous ceux qui prennent le parti des agresseurs présumés, ayant un petit peu de décence quand même. Restons en écoute active et en empathie avec ceux, mais surtout celles qui nous parlent de ces violences, etc. Parce qu'on l'a vu dans cette première partie, le soutien public va toujours aux violeurs ou aux violents. Il y aura toujours des gens pour les défendre. Et les victimes, elles sont soutenues par les associations féministes et c'est à peu près tout. C'est aberrant et il faut absolument que ça change. Voilà. J'espère que ce premier épisode vous a pas trop révolté. C'est pas non plus le but de mettre tout le monde en colère. Mais je pense qu'il fallait absolument qu'on en parle. Et si vous avez des personnes qui, autour de vous, continuent à vous dire « Mais pourquoi elle porte pas plainte ?» ça pourrait apporter un élément de réponse. N'hésitez pas à partager cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Continuons le débat dans les commentaires sans violence. Abonnez-vous à la chaîne, c'est excellent pour le référencement. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Œuvre. La violence n'étant pas une œuvre, mais bien au contraire une destruction, ce n'est pas une création, c'est une destruction, hein, c'est exactement l'inverse de la création. Au mieux, le terme auteur est complètement inapproprié. Au pire, c'est quand même juste un terme qui est neutre, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de coupable de violence psychologique? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'agresseur? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de conjoint violent? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'homme violent? Pourquoi est-ce qu'on va comme ça neutraliser le débat? Donc il y a un auteur, vous voyez, donc c'est un terme qui est non seulement neutre, mais digne en plus. Et nous, en tant que femmes, on se bat pour récupérer le mot autrice en plus, ce mot qui nous a été, et merci Aurore Evin de l'avoir fait ressurgir des limbes, et aussi Eliane Viennot pour son travail, ce mot autrice qui nous a été arraché à la création de l'Académie française, on se bat pour le récupérer, et alors moi, heureusement ça a évolué ces derniers temps, j'ai du mal à l'entendre, ce mot autrice, dans les médias, dans les conférences, etc., à part quand soudain, on va évoquer les soi-disant autrices de violence. Donc là, j'aimerais bien qu'on arrête avec le bullshit monumental et qu'on nomme l'agresseur et qu'on cesse d'utiliser des propos qui euphémisent les violences. Merci.